and the son of former slave owners sit down together at the top of brotherhood. Merci. Alors merci et bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend, je sais qu'il y a un léger feedback avec ce micro. Et vu le délire verbal, il va falloir qu'il soit bien ajusté. Je vous demanderai, et je sais que c'est toujours un peu difficile une fois qu'on s'est déjà assis, de vous lever et d'observer une minute de silence pour Rosa Parks qui est morte cette semaine. Voilà, je vous remercie. Alors, Rosa Parks, c'est la mère du mouvement civil aux États-Unis. Elle a refusé de céder sa place dans l'autobus. Comme on le sait, c'était des autobus de ségrégation. Et ce geste a inspiré Martin Luther King. Alors, je remercie la vingtaine d'organismes qui nous ont donné la chance de pouvoir organiser cet événement. La question de Jurassique me revient toujours de façon récurrente et elle est évidemment sensible et je ne peux que remercier d'avoir pris la peine dans un si beau samedi de prendre la peine effectivement de venir partager ce moment avec vous. La réaction qui a été suscitée et je pense a été suffisante pour nous rappeler l'importance de réagir mais aussi d'agir. Et donc, dans cette conférence, ce que je m'apprête à faire, c'est un peu, si vous voulez, un tour d'horizon de ce qu'est l'eugénisme. On en parle très peu et pourtant il est très actif. Et cet eugénisme, c'est tout simplement manifesté à travers différentes tendances, à travers différentes époques. Et bien sûr, ce serait très long de passer à travers. Je me suis dit que je vais quand même laisser en filigrane mon brouillon de façon à ce que parfois certaines données et certains schémas vous soient accessibles, quoique dans une semaine ou deux, le texte final sera à votre disposition et vous pourrez effectivement l'avoir. Vous excuserez les coquilles, les nuits blanches n'ont pas suffi à les enlever. Vous savez, le problème que cet individu a produit est à la fois très intéressant parce qu'il n'a fait que révéler une question qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, mais qui est insidieuse, qui est la question du quotient intellectuel. Nous sommes aujourd'hui dans une université. C'est un des critères par lesquels se font les méthodes de discrimination. Et on sait surtout qu'aux États-Unis, avec la mondialisation, ce mouvement est en train de se généraliser et prendre de l'ampleur. Ça fait au moins 50 ans. Et du fait de la nature du capitalisme, il est tout à fait compréhensible qu'on ait ce genre de pratique et qu'elle aille en se vulgarisant à l'échelle mondiale. Le problème du quotient intellectuel, comme on va le voir, c'est qu'il touche tout le débat de savoir si d'une part ou non on peut transmettre l'intelligence généalogiquement, c'est-à-dire que l'intelligence est innée, ou est-ce que c'est un processus acquis ou un profond, ou est-ce que ce sont les deux. Et la part des choses est très difficile à établir, et c'est certain que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir le faire, d'autant plus que le génome humain est pratiquement complètement déchiffré. Et ça amène une très grande responsabilité de la part des décideurs, des médias. Et dans le cas qui nous intéresse, ce sont les médias qui ont effectivement ouvert cette boîte de Pandore. Et les médias doivent donc prendre la responsabilité historique de régler ce problème. Et visiblement, ils ont failli à deux occasions. D'abord, en n'ayant pas donné la chance de pouvoir parler sur le fond de la question. Et ils sont restés à parler sur la forme. La deuxième, c'est en ayant posé cette injustice en chassant Mayou et Téniou du même coup. Ce qui, d'après moi, est tout à fait disproportionné, puisque ça donne un très mauvais message dans la société. Le geste de Téniou était peut-être une défiance vis-à-vis de l'autorité, et il ne peut pas équivaloir à un geste raciste tel que le docteur Mathieu l'a fait.
justement à la question du sujet, et je dois bien dire qu'il y a une certaine subjectivité d'en parler, puisque autant le racisme fonctionne par la peur de l'autre, autant justement la lutte contre le racisme aussi s'articule sur des réflexes de xénophilie, c'est-à-dire d'amour de l'autre. Et dans les deux cas, il s'agit de formes assez subjectives. Ce qu'il va falloir démontrer aujourd'hui, c'est en réalité pourquoi est-ce qu'on a une situation où l'eugénisme est en train de se transformer. Alors je vais essayer d'expliquer rapidement les trois étapes fondamentales de l'eugénisme, ce que j'appelle le pré-eugénisme, le proto-eugénisme, l'eugénisme galtonien ou l'eugénisme moderne, et finalement l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est en fait le post-eugénisme. Dans ces trois périodes, l'Afrique va en fait subir plus qu'autre chose les affres du racisme et de cet eugénisme-là, de façon de plus en plus prononcée avec l'esclavage, la colonisation, la décolonisation et toutes les luttes qui en sont inhérentes, et bien sûr avec la mondialisation actuelle qui non seulement marginalise certains pans du continent, mais convoitise bien sûr d'autres pans les plus utiles. Et donc dans les 6 derniers siècles, il est clair que le problème de l'Afrique est un problème tout à fait fondamental, puisque la véritable équation, c'est comment se fait-il que les sociétés africaines vivent, comment se fait-il que les sociétés africaines restent dynamiques, sourient, et ça, c'est en fait un problème à la fois philosophique et un problème culturel. C'est cette capacité, non seulement de survie, mais cette capacité très bien comprise par les philosophes, de l'optimisme existentiel qui caractérise vraiment ces sociétés-là, et qui est basé sur le vitalisme. Le vitalisme qui fait en fait la force de vitalité de ces sociétés et qui est enraciné pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que l'Afrique est effectivement le berceau de l'humanité, ce qu'on a mis beaucoup de temps à reconnaître dans les sociétés occidentales. La deuxième, c'est qu'elle est la mère des civilisations et la diffusion des savoirs. Et ça aussi, c'est à peine commencé à être reconnu dans les sociétés occidentales. Et donc, c'est animé de cette vitalité africaine que je vais tâcher de faire cet exposé. Et je m'excuserai de l'approche un peu multidisciplinaire pour traiter d'une question aussi vaste. La question pour nous aujourd'hui, c'est de savoir, d'une part, si les disparités entre quotients intellectuels sont d'ordre génétique et si le milieu a un impact significatif pour les transformer. Et deuxièmement, c'est de comprendre que ce phénomène-là s'insère dans la division internationale du travail et une division locale du travail qui distingue bien sûr les cols blancs et les cols bleus. Et ça ne peut changer que par une révolution finalement dans les mentalités, une révolution dans nos façons de faire, de consommer et de produire. Et ça, évidemment, ce sont nos générations à venir qui vont les faire, à moins véritablement qu'on les fasse de notre vivant. Alors venons-en d'abord, si vous voulez bien, au proto-eugénisme. Et je dois remercier au passage François-Xavier Ajavon, qui a construit le premier site pré-galtonien sur le web, et qui montre comment en fait les Grecs imaginaient déjà une société qu'ils appelaient la Kalliopolis, lieu qui était le lieu du savoir, le lieu de la divinité, lieu qui était aussi le prototype de ce que serait la République, une République qui était conçue d'abord pour les hommes, où le travail était méprisé parce que c'était l'œuvre des esclaves, et où, comme Platon et Aristote, soutenaient que les gens qui pouvaient avoir accès à ce niveau finalement de vie politique, c'était ces animaux politiques qui étaient les hommes uniquement. Dans cet homme, évidemment, il y a une quintessence, c'est une quintessence qui le différencie de l'esclave. L'esclave qui, bien sûr, existe dans plusieurs sociétés. Les Grecs n'ont pas le monopole de l'esclavage. L'esclavage s'est répandu à l'échelle humaine, à des degrés divers, et anthropologiquement, il a été vécu très différemment. Les Chinois, par exemple, connaissaient la pratique de façon plus à corvée domestique, c'est-à-dire de mettre des enfants en très bas âge dans une famille, laquelle famille les gardait pratiquement jusqu'à leur extinction. Au Japon, on reproduisait aussi ces pratiques-là en copiant les Chinois. Quant aux hindous, du fait de leur conception à la fois existentialiste, puisqu'ils considèrent que leur condition ici-bas est tout simplement quelque chose dans laquelle il y a une détermination, ils ne remettaient pas en cause le système de caste dans lequel ils étaient. Dans l'islam, il y a aussi une tolérance très grande à l'esclavage, venant de la Sourate 4, verset 24-25, où la notion de captivité et d'esclavage va permettre aux Arabes de distinguer entre le abd, qui est en fait l'esclave noir, et le mamelouk, qui était davantage dans les corvées domestiques dans le foyer. Et ce n'est que dans la période des Almoravides, ce grand mouvement donc pan-arabe et nord-africain qui va réussir
à trouver d'où venait l'or massif qui était en fait l'or de l'Empire du Ghana, et les Arabes convoitaient cet Empire du Ghana, et une fois qu'ils ont pu trouver le moyen de détruire Ghana, les Arabes ont pu, autant ces Arabes du Moyen-Orient que du nord de l'Afrique, envahir le sud de l'Europe et évidemment y instaurer deux éléments fondamentaux, comme on le verra plus tard, les germes même de la révolution industrielle, mais aussi colporter, malgré le fait qu'ils avaient réussi à faire coexister les foi chrétiennes, musulmanes et juifs, ils ont aussi colporté l'idée de l'infériorité de ces Noirs qu'ils admiraient, et cela a évidemment perpétué le rythme de cet esclave africain inférieur. Les sociétés africaines elles-mêmes connaissaient l'esclavage, non pas seulement avec les Arabes, puisque la pratique était davantage au niveau des captivités dans les sociétés qui n'étaient pas des sociétés de caste, c'était surtout des captifs de guerre. Mais en règle générale, on observe que l'esclave africain était intégré dans les cellules familiales, ce qui n'enlève en rien le caractère d'aliénation et de soumission, mais il était quand même intégré. Ils n'ont pas rejeté dans une deuxième condition. Et les modes de régulation africains étant inclusifs, on a pu constater que plusieurs sociétés, surtout lorsqu'elles étaient avancées, conféraient à l'esclave des pouvoirs parfois politiques et sociaux très importants. Ceci n'enlève en rien, bien sûr, le fait que l'esclavage était une pratique tout à fait désagréable pour ceux qui vivaient dans ces conditions. Là où il y a véritablement un glissement, c'est de savoir s'il va y avoir systématisation du phénomène de la supériorité raciale en dehors de la conception mythique. Parce que tout cela, qu'on vient de dire, reste au niveau du mythe. On voit effectivement que la pratique qui va commencer à être au-delà du mythe va se faire à partir du moment où on va hiérarchiser racialement, du fait de la pénétration occidentale en Afrique, qu'on va hiérarchiser la supériorité occidentale en créant deux phénomènes. Le premier, c'est que d'abord, on va enchasser dans la religion le fait que le fameux élément de la malédiction des fils de Cam, vous savez, quand Cam voit son père nu et s'en moque, et donc son père, en sortant de son ivresse, le maudit, et en le maudissant, il devient noir, et lui, tous ses descendants deviendront noirs. Alors cet élément est très important parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il rentre véritablement dans une périodisation conforme à l'occupation européenne. On sait que déjà le pape Eugène IV avait lui-même accepté des esclaves à cet moment, et je remercie justement Henri Thibault de l'avoir envoyé. Et deuxième élément, c'est le fait que les découvertes européennes du reste du monde permettent la bulle intercétéra qui va diviser l'espace païen en deux, l'ouest aux Espagnols et l'est aux Portugais. Et l'année suivante, on va avoir le traité de Tordesillas qui va ajouter le Brésil pour les Portugais. C'est donc dans ce climat-là que la hiérarchisation sociale va se faire, une hiérarchisation sociale qui va permettre effectivement, d'une part, tiens, je vais en profiter pour corriger une petite copie ici. Voilà, c'est ça les nuages. Et effectivement, hiérarchisation qui va être un coup de tonnerre lorsqu'on va découvrir pour la première fois les premiers, ce qu'on appelait les animalcules, finalement le spermatozoïde, avec un microscope rudimentaire. Et cet élément est important parce qu'il ouvre tout le débat de la procréation, il ouvre tout le débat de savoir si véritablement les choses peuvent être héréditées ou bien est-ce qu'elles sont créées. Alors, dans cette période-là, il va y avoir une succession de grandes découvertes scientifiques ou pseudo-scientifiques qui vont conforter la question du racisme. D'abord, les systèmes de taxinomie et de classification qui vont au départ classer au moins 6 races, les Européens, les Américains, les Asiatiques, les Africains, et 2 sous-catégories qu'on appelle les sauvages et les dégénérés. Et ensuite on va avoir effectivement des situations où on va reconnaître des auteurs comme le comte Buffon, qui considérait que le nègre était à l'homme ce que l'âne est au cheval, et qui considérait que son test le plus intéressant aurait été d'échanger des Danois et des Sénégalais pour voir, au bout d'un certain moment, comment les uns allaient brunir et comment les autres allaient blanchir dans leur milieu respectif. Il avait eu quand même une intuition intéressante pour l'époque, très intéressante, parce qu'elle est fondée sur la loi de Gogler, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Hélas, il était raciste et son objectif était, en 36 volumes, d'expliquer le racisme aux gens qui ne l'étaient pas.
Alors, l'histoire de l'eugénisme, effectivement, pré-galtonien, c'est-à-dire toute cette période-là, est très intéressante parce qu'elle est basée davantage sur le mythe. Et là, je montre différents auteurs, David Hume, qui avait effectivement des idées déjà sur les Noirs, qui considérait qu'il n'y avait jamais eu de nation civilisée dans les sociétés noires. Voltaire lui-même qui s'assurait aussi qu'il fallait s'assurer de la mesure du cerveau humain pour constater que les nègres d'Afrique sont inférieurs en intelligence aux blancs d'Europe. Et à cette époque-là, il y avait quelques voix discordantes comme Bernardin de Saint-Pierre qui s'insurgeait contre le traitement fait aux Noirs, et Montesquieu, lui, soutenait le contraire parce qu'il fallait justifier justement cet esclavage. Donc il y a toute une flopée de grands savants de cette époque-là, Kant en passant, qui étaient racistes, et arrive donc la période qui est une coupure à la fois scientifique. Coupure scientifique d'abord que l'on doit à Charles Darwin, qui est effectivement, il faut bien le reconnaître, l'individu le plus important finalement de ce siècle, puisqu'il amène la coupure révolutionnaire dans son ouvrage sur la sélection naturelle et la préservation des espèces, et où justement il démontre que l'humanité n'a pas été créée, mais le produit d'une évolution. Il a une observation du monde animal, du monde végétal, et il voit la transformation qualitative qui se fait dans ces ordres-là. Et ceci porte un coup fatal, bien sûr, aux thèses créationnistes, et il était en même temps raciste, puisqu'il considérait par exemple les Franco-Canadiens ou les Québécois comme des êtres inférieurs qui ne devaient pas rentrer dans l'armée britannique. Et il considérait aussi qu'il fallait créer des lois pour permettre à ce que les coutumes ne puissent pas empêcher les personnes les plus capables de réussir. C'est en fait son cousin germain, Francis Galton, qui est en fait son cousin, il descend du même grand-père mais de deux lits différents, qui va perfectionner les recherches sur la dégénérescence et ce qu'on appelle l'hygiène sociale. L'idée, c'est d'essayer de préserver un patrimoine génétique sain. Au début, il appelle ça la viticulture. Et petit à petit, il forge le terme qui vient du terme grec et génan, qui veut dire donc bien engendré et bien être, qui va être en fait la première idéologie scientifique, si vous voulez, l'eugénisme. L'objectif, c'est de sélectionner dès le départ l'humanité de façon à créer cette surrace, et il est convaincu que les grands hommes produisent des enfants qui deviendront des grands hommes. Il a un échantillon de 100 personnes, et dans ces 100 personnes, il a la preuve que 48 de ces éminents personnages ne le sont devenus que parce que leur père l'était déjà. La mère n'avait rien à voir là-dedans. Il était convaincu que non seulement les anglo-saxons étaient une surrace, et ils étaient 2 fois plus intelligents que les noirs, et son objectif c'était de relever, de booster, si vous voulez, l'énergie des Britanniques, parce qu'ils considéraient que les Britanniques étaient des gens inférieurs, surtout dans la classe moyenne, et qu'il ne fallait vraiment pas que ça perdure. Il fallait réussir à les booster, et pour ça, il fallait éliminer tous les tarés, tous les dégénérés, tous les gens qui pouvaient freiner le processus. Scientifiquement, à cette époque-là, il y a un type qui est très avancé pour son époque, mais trop avancé pour qu'on l'écoute, qui s'appelle Mendel, et qui observe les poids de grande taille, les poids de petite taille, et qui se rend compte des mécanismes de transmission héréditaire entre ces plantes. Il va être ressuscité plus tard, et pourtant sa voix ne perce pas dans ce moment, puisque, au fond, ces théories pseudo-scientifiques sont encore enracinées dans le mythe. L'un des éléments les plus importants, c'est l'avènement de l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau. Gobineau, qui va être donc un des maîtres à penser du système nazi, et qui a des thèses, notamment son enquête sur les facultés humaines, qui considère qu'il y a des races inférieures, des races supérieures, et il a tout un système de classification. Il n'est pas le seul. Francis Sarcey, par exemple, considère les Noirs comme d'affreux bipèdes avec une face simiesque, et il trouve que toutes ces tribus vont disparaître, exterminées par des peuples supérieurs ou s'éteignant d'elles-mêmes. Et ça, c'est pas dommage. C'est à ce moment-là, véritablement, que prennent forme les éléments de l'eugénisme, éléments qui vont permettre effectivement de tracer les premiers principes de biométrie, donc d'échelonnage, si vous voulez, avec des préoccupations toujours à caractère éthique qui reviennent, par exemple le fait que de Broca considérait qu'il n'y avait jamais eu un peuple à la peau noire et aux cheveux laineux
qui a pu s'élever jusqu'à la civilisation. Donc il y a une incompatibilité pour eux entre les sociétés noires et la possibilité d'une civilisation. Et on va voir que le message se diffuse en Europe. Ainsi, par exemple, on a un Anglais naturalisé allemand, Stuart Houston Chamberlain, qui va proclamer dans son ouvrage que les Aryens, et le concept arien est très important, c'est la première fois qu'il sort, sont effectivement au-dessus de la pyramide de l'échelon social. Et à ce moment-là, les éléments de l'eugénisme prennent forme. On a donc un darwinisme social, on a un mélange entre l'hygiène sociale, donc se débarrasser de tous les tarés, les malades mentaux, etc. Et tout cela fusionne pour effectivement donner la possibilité de créer un système hiérarchique. Ce système va se perfectionner. On peut citer le cas désespéré de August Weizmann, qui était un cytologiste qui passait son temps à couper les queues de souris et de regarder si les enfants de ces souris viendraient avec ou sans queue. Et chaque fois qu'il se rendait compte, il revenait avec une queue. Et là, il était désespéré. Et au lieu de tirer la conclusion qu'il fallait, il a considéré en fait que l'environnement n'influençait pas les cellules et que les caractères acquis ne pouvaient être héréditaires. Ce qui est tout à fait paradoxal. Et donc, il avait créé, grâce à cela, un très grand système de race humaine avec 12 espèces. Évidemment, à la tête, il y avait les anglo-saxons, les hauts-allemands, les gens du Bas-Rhin étaient ensuite. Venaient les Ariens, les Indiens, les Grecs, et à la toute fin, les Albanais. Pourquoi les Albanais? Mais c'est bien, ils étaient quand même dans la guerre. Et quand ils vont aller aux États-Unis, le juron favori aux États-Unis, c'était maudit Albanais. Alors, il faut rappeler que ce phénomène-là a traversé justement l'Amérique. Qu'au Canada, non seulement les exactions contre les Amérindiens ont été, comme vous le savez, très très fortes, et que aussi il y avait, à cause des consanguinités, toutes sortes de problèmes qui vont donner un terreau fertile à l'hygiène sociale, à l'idée qu'il fallait préserver une certaine pureté. L'étude de McLaren montre justement comment il y avait dans plusieurs milieux intellectuels et même parfois progressistes ces préoccupations-là d'éviter la dégénérescence. Il faut dire que dans le cas du Québec, le catholicisme va permettre une sorte d'écran. Je passe très vite, je m'excuse, mais je veux quand même combiner la chose de pouvoir donner la parole à plein de gens ici qui connaissent aussi le sujet, et venir sur maintenant l'eugénisme moderne. Si on considère que tous les éléments étaient réunis pour que l'eugénisme moderne puisse effectivement avoir un arsenal scientifique pour fonctionner, c'est d'abord en France que le ministère de l'Instruction publique, en ayant le constat du décrochage scolaire, confie à Binet la possibilité de pouvoir évaluer le niveau mental des enfants. Et donc, en 1906, il va créer un instrument de mesure. Ah oui, là je suis passé très vite sur cette image, mais j'aime beaucoup cette image. C'est la mesure de l'indice nasal arien. Donc, grâce à ça, on pouvait détecter si vous étiez juif ou allemand. Or, beaucoup des juifs étaient mariés à des allemands, et ça posait vraiment des problèmes. Parce qu'on va passer de la mise en forme a changé parce que tout à l'heure on était en point 12 et dans les points 12 tout était parfait. Là on a agrandi pour que vous puissiez voir parfois certaines pages et la mise en forme a changé. C'est-à-dire que vous allez avoir d'autres nuits blanches en perspective. Alors revenons rapidement à cela. Donc on est au début des années 1900 et là il y a au moment donc où la discipline rentre à l'université, donc au collège de Londres, l'université de Londres, on va arriver des tentatives désespérées. D'abord, comme j'ai dit, Binet qui crée ce système d'étalonnage qui permet de créer le premier test, si vous voulez, le test de type quotient intellectuel, avec une série de questions faites aux enfants. La torture pour les enfants, c'est de répondre à la bonne question. Si vous ne répondez pas à la bonne question, vous êtes en fait nul, vous êtes placé au fond de la classe, ou bien on évalue que vous avez ou non une chance de pouvoir réussir. Ce système, dès le départ, on sait très bien qu'il ne peut pas mesurer l'intelligence. Il ne mesure qu'un caractère, en fait, le caractère logique de l'intelligence. Mais déjà, on commence à dire que c'est un système de mesure de l'intelligence. Et on enveloppe le tout de rhétorique et de calcul mathématiques et statistiques pointus. Alors, lorsqu'il rentre à l'université, il y a donc une tentative de plus en plus grande des savants de pouvoir prouver par les signes extérieurs comment est-ce que cette intelligence est corroborée par ce que le quotient intellectuel prouve. Ainsi, par exemple, Vacher de la Pouge
a passé son temps à aller jouer dans les cimetières, à déterrer les crânes des morts à Montpellier, puis à mesurer les gens dans les rues, pour avoir une idée de la tête qui pourrait effectivement donner un profil de l'humanité. Il en est arrivé à la conclusion que seuls les dolichépales blonds étaient les êtres les plus intelligents de la race humaine. Ces genres de préoccupations-là vont aller en augmentant. On va créer des concours d'hygiène sociale, comme celui que Alexander Klotz a reconnu. Et Alexander Klotz, il faut en parler, était d'autant plus intéressant qu'il considérait que la guerre était un bon moyen de se débarrasser des gens inférieurs, des pauvres, des gens qui étaient plus ou moins peu instruits. Il fallait les envoyer en ligne de front pour qu'on puisse s'en débarrasser, qu'on gagne la guerre ou pas. C'est d'autant plus intéressant que cette période de la Première Guerre, n'oubliez pas, pour les pays africains, est la période où beaucoup d'Africains vont se rendre avec des Asiatiques dans cette guerre sous le label de l'égalitarisme. On leur dit, allez vous battre pour la liberté, ils vont y aller, et c'est eux qui vont être effectivement mis dans la position en ligne de front. La Première Guerre mondiale, c'est surtout des forces coloniales qui se tapent dessus. Et vous savez, comme ils se battaient un peu comme on faisait à l'époque, dans un grand pré, on arrive, on se tire dessus, il y a eu une mortalité effarante. Là, ils ont compris qu'on ne pouvait plus se battre comme au siècle dernier. Ils ont commencé à creuser des tranchées et à se cacher dans les tranchées. On a appelé ça la drôle de guerre. Mais dans cette drôle de guerre, qui a été terrible, il y a eu non seulement fraternité entre les soldats dans les tranchées, parce que l'intendant ne suivait pas, on partageait des chaussures à manger, on se faisait copains entre blancs et noirs. Et bien sûr, il y avait des relations hommes-femmes, il y avait des contacts avec les milieux syndicalistes, donc il y a une prise de conscience du contact avec le noir se rendant compte que la supériorité occidentale n'en est pas une, que des gens qui sont là dans les tranchées sont des gens comme eux. Et ça a horripilé bien sûr les racistes, qui non seulement voulaient les tuer, et lorsque l'invention du gaz va se faire, évidemment la plupart des soldats noirs ne vont pas avoir des masques à gaz, ce qui explique évidemment leur très grande mortalité, lorsque même ils ont survécu à cette guerre peu d'années plus tard. Ici, on a une affiche raciste d'un événement qui a lieu d'ailleurs à l'Université de Toronto en même temps que le nôtre et qui montre en Hollande comment était dépeint le soldat noir qui viole les femmes blanches qui sont sous prétexte qu'ils venaient aider dans la lutte dans la Première Guerre mondiale. Donc c'est cette période-là qui permet l'avènement de l'hygiène raciale, avènement de l'hygiène raciale qui justement est basé aussi sur cette idée malthusienne qu'il faut éviter la contagion mondiale de ce cycle démographique de populations pauvres qui viendraient envahir l'Europe. Et on voit la mise en œuvre de plans à caractère malthusien de stérilisation. Et on rappelle qu'en Amérique, quelques 63 000 personnes ont été stérilisées, manu militari, et que lorsqu'ils ne voulaient pas, on leur disait « vous allez perdre vos pensions sociales, etc. » Et ce qui fait qu'un juge qui justement jugeait cette question pour un recours collectif a calculé qu'il y avait en fait plus de 100 000 à 150 000 stérilisés par an dans cette période-là, un chiffre qui n'a rien à envier au système nazi. Le système nazi va créer ce qu'on peut appeler finalement la Dutch Physique, qui était en fait cet élément qui va permettre de différencier les malades mentaux, les grands malades, et surtout de freiner la procréation des tarés. Cette stérilisation sous le label de l'hygiène sociale va connaître beaucoup plus d'importance lorsque les eugénistes vont recevoir un héritage d'un certain éleveur australien qui s'appelait Twitchfin. Et on va voir donc de plus en plus ces organisations se doter de moyens grandissants. Et on va voir aussi, que autant en Amérique qu'en Allemagne, le mouvement eugéniste va prendre de l'ampleur. C'est dans ces conditions-là qu'on voit l'apparition de l'Immigration Restriction Act de 1924 aux États-Unis. Et en même temps, la communauté scientifique est effrayée des dérives possibles qui sont en train de prendre de l'ampleur et ils signent une sorte de charte qui est en fait le manifeste des généticiens d'Édimbourg, qui est effrayé de ce qui est en train de se tramer en Allemagne et qui tire la sonnette d'alarme. Julian Huxley aussi sonne l'alarme et veut se distancer du système nazi, mais en fait c'est déjà trop tard. Hitler réussit du fait d'avoir, comme on le sait, la faiblesse du système politique allemand permet aux nazis, qui étaient pourtant minoritaires, d'arriver au pouvoir, et il concrétise son rêve, Mein Kampf, mon combat, et il impose cette gestion autoritaire du social, en commençant d'abord par la stérilisation des plus mal pris dans la société. C'est ainsi qu'on a euthanasié quelques 70 000 personnes
dans des camps d'expérimentation, ce qui va être évidemment la mise en pratique de ce qui va arriver quelques années plus tard, en fait 6 ans plus tard. En France, René Martial considérait qu'avec ses propres citoyens, il fallait faire la même chose. Il cite, je veux dire très rapidement, en regardant les groupes sanguins, qu'il fallait retenir les A et les O, qu'il fallait éliminer les B et ne garder que les AB. Et ça, on les gardait que si l'examen psychologique et sanitaire était favorable. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait parce que je ne sais pas comment ces gens-là, avec le régime vichyiste, auraient pu effectivement avoir beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en ont eu. Cette période est très intéressante parce qu'on le sait, on ne va pas s'éterniser, mais elle a été, avec l'Holocauste, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la partition du monde, on a eu la chance d'avoir quand même l'avènement de l'Organisation des Nations Unies, avec la Charte des Nations Unies. Donc la perspective d'avoir un droit international équitable, la perspective de se rendre compte que l'ordre international, même divisé de façon bipolaire, donnait la possibilité à l'autodétermination des peuples qui étaient en phase de décolonisation. Et donc on va être dans toute cette période des années 50, dans un mouvement à la fois de rébellion contre les idées eugénistes. On va avoir une sorte de bouffée d'oxygène qui va durer une bonne quinzaine d'années. Période qui va être mise à profit, comme on le sait, par les mouvements de libération, par les luttes d'indépendance négociées surtout. Et on va avoir des organisations qui vont être dotées de pouvoirs de plus en plus grands, notamment l'UNESCO, qui considère que le racisme, et je décris, est une théorie qui fait état de la supériorité ou de l'infériorité intrinsèque de groupes sociaux, raciaux ou ethniques, qui donnerait aux uns le droit de dominer ou d'éliminer les autres, inférieurs présumés, ou fondant des jugements de valeur sur une différence raciale. C'est pourquoi l'UNESCO, au fond, abordait dans le sens qu'il ne fallait même plus utiliser le terme de race, puisque nous étions, et à cette époque-là, je ne dis même pas au courant de tout ce que le génome humain recèle, puisque nous étions, au fond, jumeaux au niveau de notre génotype, et tout simplement nos différenciations, comme elle est dans cette salle, la différence dans notre apparence extérieure, donc le phénotype, notre adaptation à la sélection et à l'adaptation, comme on le va voir plus tard. Les travaux qui viennent compléter l'œuvre de l'UNESCO, Montaigu, Boas, Léontine, Albert Jacquard, qui ont tous contribué, il faut le dire, et bien d'autres qu'on ne nommera pas aujourd'hui, mais qui ont tous contribué à défaire ces stéréotypes et ces préjugés de la pseudo-science. Et donc, déjà à cette époque, on sait qu'il n'y a aucune hiérarchie biologique qui puisse permettre de différencier les groupes humains. Et on se rend compte, par exemple, que le pigment, et je reviendrai sur cette loi de Goegler, le pigment de la mélanine, est effectivement un écran qui est un protecteur à l'ultraviolet. Bien sûr, l'été, les leucodermes, les blancs, bronzent, c'est un critère esthétique, mais en fait, c'est une réaction épidermique pour se protéger contre les rayons ultraviolets en permanence dans un espace tropical. Et donc, on voit qu'il y a une humanité qui se différencie avec le degré de concentration de mélanine. Ça, c'est le premier élément de différenciation, sans hiérarchie des êtres humains. Le deuxième élément, c'est la tolérance au lactose, avec une enzyme qui est donc la lactase, qui permet la digestion. Et certains peuples ne peuvent pas digérer cela. C'est pour ça qu'ils doivent prendre le lactate pour boire du lait, manger certaines pâtisseries à base du lait. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Africains n'ont pas cette lactase. Et finalement, la dernière différenciation, c'est au niveau des rhésus, puisque effectivement, dans le contrôle génétique, on voit qu'il y a 3 espaces de chromosomes qui sont constitués chacun de 2 familles de gènes, et on détermine 8 combinaisons dans ces fréquences-là. L'une d'elles qu'on appelle Rho, et qui n'est présente à fréquence élevée qu'en Afrique noire. La seconde qu'on dit R, et qui n'est en fait présente qu'en Asie et dans le Pacifique, et qui a moins d'incidence, moins de présence dans les autres populations en Afrique et en Europe. Donc en dehors de ces 3 catégories, à cette époque-là, on ne connaît pas autre chose, la génétique n'est pas plus avancée, c'est ce degré de différenciation qu'il y a entre les êtres humains, et ça ne suffit pas pour créer une race, en tout cas de façon hiérarchique. Cette période, il faut le rappeler, est une période à la fois sinistre parce que, puisque les eugénistes avaient perdu sur le dossier de la race, ils s'étaient rabattus sur la question de l'intelligence. Il fallait donc essayer de voir est-ce qu'il y avait des individus plus intelligents que les autres, au-delà des races, au sein de chacun des groupes et entre les groupes humains entre eux. C'est donc à ce moment-là, et d'ailleurs là il y a un petit passage sur le Allen Memorial Institute, ici même à Montréal, où des tests sinistres ont été perpétrés sur des patients
au profit de la CIA des États-Unis. Alors, c'est à ce moment, effectivement, que Janssen et Burt rentrent dans ce critère de l'héritabilité génétique, si vous voulez, de l'intelligence. Et c'est effectivement dans cette période-là qu'on commence à rentrer dans ce que moi j'appelle finalement le post-génie. Je ne sais pas si un jour ce terme sera agréé, mais disons, je trouve qu'il y a une grande différence entre le génisme de la période moderne et celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un eugénisme qui est basé au fond sur le choix individuel et non plus sur l'approche collective de la société. C'est-à-dire c'est l'adulte consentant lui-même qui va déterminer si oui ou non il veut que son enfant soit de cette façon-là ou pas. C'est l'adulte lui-même qui va déterminer finalement si génétiquement il veut perpétrer une thérapie à son échelle. Et donc c'est un triomphe subtil, une sorte de revanche de l'eugénisme positif qui revient. Et comme on va le voir, la dérive est telle qu'on est dans une situation ambivalente, parce qu'on se rend compte qu'il existe des groupes ethniques qui ont développé des mutations fondamentales à l'origine, qui finalement font que seuls ces groupes ethniques ont cette mutation. Ça entraîne qu'il y a des médicaments qui sont propres à ces groupes ethniques et pas aux autres. Et donc, on se retrouve dans des situations où, par exemple, comme on va le voir, que ce soit dans la lutte contre le cancer, dans la lutte contre le diabète, dans la lutte contre la crise cardiaque, que ce soit dans l'anémie falciforme, dans plein d'autres maladies, comme on va le voir, l'eugénisme positif va pénétrer, si vous voulez, cette brèche pour pouvoir s'infiltrer dans ce créneau à la fois médicalisé et individualisé. Et donc, le problème, c'est est-ce qu'on va avoir une sorte du fait de la mondialisation et du néolibéralisme, est-ce qu'on va avoir une nouvelle forme de racisme basée cette fois-ci sur le gène, un racisme qui est très intéressant puisqu'il apporte une nouvelle grille. Et cette nouvelle grille est d'autant plus surprenante qu'on a pratiquement déchiffré le génome humain qui montre qu'on est jumeaux à 99,9%. Tout le monde dans la salle. Mais, au lieu de regarder ce qui nous unit, donc cette chose incroyable que Pamela a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire cette fraternité, il faudrait trouver un mot pour fraternité. Comment tu disais encore pour sérénité? Sororité, au lieu de fraternité. Je l'ai jamais, et il faut que je l'apprenne. Sereinement. Sereinement. Ça, c'est. Awa nous dit toujours sereinement. Et donc, au lieu d'en tirer un exemple, non, on va aller scruter dans le 0,1% là pour chercher justement, mais qu'est-ce qui nous différencie finalement et qui nous permet de hiérarchiser? Et effectivement, dans le 0,1%, il y a assez de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des milliers de maladies, il y a des milliers de groupes différents, il y a des particularités qui font qu'effectivement on puisse savoir jusqu'à où géographiquement chacun de nous provient il y a déjà 10 000 ans. Et ça, effectivement, c'est extraordinaire. Et c'est sur ce petit espace-là que la bataille se joue. Et M. Exema, qu'on a interviewé dans notre émission de radio, j'ai cité son élément que j'ai bien aimé. Il dit « L'être humain a moins de bagages génétiques qu'un grain de riz. Les Européens modernes descendraient d'un groupe à peine de quelques centaines d'Africains. Les Suédois descendraient des Nigérians. Les humains sont identiques à 99,9%. Il n'y a pas de différence statistique entre les peuples. Etc., etc. Et donc, c'est très intéressant lorsqu'on met en rapport avec la question qui nous habite et qui va être en fait un coup de tonnerre avec l'apparition en 1994 du livre de Richard Einstein, qui est mort, paix à son âme, et Charles Murray, qui vit encore, s'il a une âme. Et ils arrivent avec de belles curves. Je résume parce que c'est une brique. En fait, vous pouvez le lire jusqu'à la fin. À la fin, vous demandez si vous avez appris quelque chose. Parce qu'au fond, ce qu'il essaie de prouver, c'est un élément qui est très important. Le premier, c'est de dire effectivement que la société américaine est basée sur le QI. J'ai pas dit le QI, j'ai dit le QI. Le quotient intellectuel. Et ce quotient intellectuel est donc l'indicateur de corrélation sociale d'abord, qui structure la société américaine, et ils sont convaincus qu'il y a un endroit qui est le facteur G dans le cerveau, qui est en fait le lieu de localisation de l'intelligence. Et
toute leur opération vise à démontrer deux choses. La première, c'est que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, et cette infériorité, elle est innée parce que c'est une intelligence déficiente qui leur est léguée par leurs parents, et que finalement, ça ne sert à rien finalement à l'enfant de travailler, puisque de toute façon, il n'a pas de chance. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'au lieu d'avoir un système éducatif égalitaire, il faudrait l'adapter, le système éducatif, parce qu'eux, ils veulent régler le problème. Ils veulent régler le problème des crashs, ils veulent régler le problème de la délinquance. Donc, ils disent, mais il ne faut pas gaspiller l'argent. Si à partir du moment où on considère qu'ils sont inférieurs, il faut changer les programmes. Et donc, il faut changer notre façon de balancer l'argent pour pouvoir régler le problème de la société américaine. Alors, évidemment, pour eux, étant donné que le critère de base, c'est l'élite cognitive, les jeunes noirs qui n'ont pas la chance de pouvoir aller à l'école n'ont aucune chance de pouvoir réussir à rattraper cette élite cognitive. Et comme on le sait, les systèmes de production vont de plus en plus en augmentant grâce à l'informatisation, grâce aux seuils technologiques. Donc, on a de moins en moins besoin de la force de travail. Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, tous tant qu'on est, c'est que nous n'avons qu'une valeur, qui est la valeur de travail dans le laps de temps que le système capitaliste nous accepte. C'est-à-dire, au fond, quand on est à la garderie, on en sort, on a une valeur qui va en croissant. Cette valeur de travail, si vous êtes dans la fonction publique, vous avez encore des chances. Si vous êtes coopté par le système et qu'une machine ne vous remplace pas, vous avez une pension de retraite. Et cette pension de retraite vous ramène à la garderie. Et là, vous restez à la garderie jusqu'à ce que vous... Entre ces deux extrêmes, c'est ça que le système capitaliste nous impose. Et donc tout cela maintenant se fait en plus avec ou non la possibilité d'avoir le QI. Et des chefs politiques, comme il y a 2 semaines, le sénateur Bennett, qui a dit, si vous voulez réduire le crime, vous pourriez faire avorter chaque bébé noir de ce pays et faire chuter ainsi le taux de criminalité. Si vous avez remarqué avec quel retard on a aidé les gens de Katrina en Louisiane. 3 jours plus tard, alors que les gens pataugent dans leur flotte, tous ces gens-là qui n'ont pas eu les moyens de déguerpir, qui n'avaient pas de voiture, et c'est des centaines de milliers, pensez-vous que si c'était dans une communauté blanche, WASP de Boston, on aurait pris 3 jours à les laisser mariner? Alors, les gens se sont dit non, ça c'est une nouvelle forme, et c'est pour ça qu'il faut mettre des nuances. On obtient des résultats beaucoup plus forts, même sans l'eugénisme, rien qu'avec l'ordre mondial dans lequel nous sommes. La mortalité du tiers-monde, le fait que les inégalités que nous verrons rapidement plus tard perdurent, font partie d'un système d'attrition dont l'eugénisme, si vous voulez, n'est que la cerise. C'est la cerise sur un sundae infect, celui de la mondialisation. Et donc, il est clair que la question pour nous est de savoir d'où le professeur Mayou tenait sa source. Il n'y a que 3 possibilités. Soit c'est Murray, soit c'est Rushton, soit c'est Suzuki et Godkin, qui sont en fait les 3 courants principaux dans le courant américain qui distillent ce genre de choses-là, qui sont quand même enseignés à l'université, puisque c'est le professeur Larrivée qui le lui a passé. Et il faut rappeler que Rushton enseigne en Ontario. Et donc, la question pour nous, c'est est-ce qu'il y a un endroit dans le cerveau qui est le siège de l'intelligence, ou bien est-ce que l'intelligence est multiple? Est-ce que l'enfant qui peut jouer juste avec ça, c'est-à-dire la seule chose qui bouge dans son corps, il n'a plus besoin de suer, mais il devient très fort parce qu'il contrôle tout le monde dans la salle avec le petit bouton, il est aussi intelligent qu'un enfant qui, lui, est capable, avec un fil de fer, de fabriquer une voiture en copiant tout simplement le modèle qu'il a devant lui. Donc, il y a différentes formes d'intelligence. Et ces différentes formes d'intelligence font dire à Howard Gardner qu'il lui en distingue 7, je suis sûr que même les 7, on peut les questionner, différentes formes d'intelligence dans le cerveau, parce que, d'une part, j'aime bien, je ne sais pas si je retrouve l'image, c'est comme si, quand on dit l'intelligence, c'est comme une lampe, une ampoule. Et cette ampoule, ce n'est pas l'ampoule en soi seule qui est en fait l'élément. Vous avez la connexion, vous avez la chiffre, vous avez le cuivre, vous avez le fil, etc. Il y a tout un système qui fait que l'ampoule s'éteint et s'allume. Et donc, dans le cortex, ces connexions, ces neurones, ces mélanges de protéines, tout cela joue. Et donc, il n'y a pas un siège comme tel, il y a une conjonction, une diversité de ces éléments-là. Et donc, lorsque Rushton, qui est aujourd'hui devenu président de la Pioneer Foundation, qui est en fait une organisation d'extrême droite, tient le discours que les Noirs sont inférieurs, il faudrait qu'il voie ce qui se passe à Montréal, où le taux de scolarisation des Noirs est supérieur à la moyenne québécoise. Et c'est une étude de l'Université McGill qui le démontre. Et donc, il est important de comprendre que personne ne nie que les parents laissent un héritage, comme vous laissent, tu as les yeux de ta mère,
non, c'est pas une mère, c'est ton grand-père. Personne ne dit ça. Personne ne dit que tel père, tel fils, on va même le dire, parce qu'il est devenu banquier comme son père. Il y a des éléments qui sont effectivement transmissibles. Mais la question, c'est quel est le degré de transmission? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend un père de Harvard, professeur à Harvard, et un père qui, lui, est un petit nomade dans le désert, et qu'on interchange leurs enfants, ok? Qui, dans les deux enfants, a une chance de se retrouver à Harvard? Les chances sont certainement plus grandes puisque les chances sociales sont déterminantes dans la classe. Si l'intelligence était si vive, le petit garçon super doué dans le désert, il serait là à enseigner les maths au chameau. Alors, là, c'est là qu'on rentre maintenant dans un niveau plus complexe, parce que jusque-là, les choses étaient simples. Les choses se complexifient avec l'étude génétique. D'une part, il y a ces travaux de Bruslan que j'ai cités dans mon travail et, n'ayant pas consulté la source parce que je m'étais fondé sur Radio-Canada, j'ai commis une grave erreur dans le petit mot que j'avais passé. Et je veux la rectifier ici. Parce que les conclusions de Bruslan sont différentes des conclusions que moi j'avais crues. Et heureusement, en cherchant, et en ayant justement un collège de scientifiques qui avaient répondu à ma note, ils m'ont fourni les bonnes munitions pour pouvoir répondre maintenant, eh bien, Bruslan montre qu'il y a en fait deux gènes, deux variantes qu'on appelle la variante microcéphale et l'autre qu'on appelle la variante ASBL. Et ces deux variantes se seraient apparues autour de 5800 ans et seraient responsables finalement de notre degré de sophistication, de notre système d'habitation, donc au fond l'urbanité. Et la question évidemment pour nous, c'est de comprendre est-ce que c'est le contexte dans lequel on vivait qui vont favoriser l'avènement de ces gènes-là, ou est-ce que c'est des gènes qui vont n'exister que chez une catégorie d'individus? Lui, il repère ces gènes principalement chez les Asiatiques et les Européens. Là, dans ce cas, il a un problème parce qu'il va falloir qu'il démontre comment ça se fait que, déjà, il y a 5000 ans, les Africains connaissaient les normes, qui étaient en fait les premières villes. Il va falloir qu'il démontre aussi comment les Africains ont pu créer l'écriture il y a déjà 5000 ans. Et donc, cette équation, lui, beaucoup plus loin dans son étude, il dit très clairement qu'il ne faut surtout pas utiliser son étude pour démontrer une quelconque forme de hiérarchie entre les êtres et que pour lui, il s'agit d'adaptations nouvelles à de nouvelles conditions et la question va venir plus tard de savoir si oui ou non, déjà dans le temps, il y avait une différenciation au niveau de ces gènes. Le deuxième élément de son échantillon, c'est là la fameuse citation, je passe très vite là-dessus. La deuxième, c'est sur une seconde étude. On pourra revenir sur tout ça si vous voulez. Je ne pas le bloquer. La deuxième étude, c'est sur une étude qui montre que les juifs ashkénazes, comme Einstein, comme Freud, seraient de loin supérieurs aux autres. Parce que la question, c'est mais comment ça se fait que ces gens qui sont si peu importants dans la société américaine, ils sont seulement 3% de la population, comment ça se fait qu'ils ont 27% des prix Nobel? Et donc, Cochran, Harvey et Harper-Dings ont fait des analyses basées sur des tests de QI chez les juifs ashkénazes, comparés aux Européens et comparés aux autres juifs, et ils constatent que le ratio est de 4 ou 23 sur 1000 personnes entre les ashkénazes et les autres. Et donc, ils considèrent qu'ils ont développé une capacité à la fois d'élocution du fait de leur système religieux, mais aussi de leur système bancaire, donc les finances, l'argent, etc., qui aurait favorisé les mutations au niveau de ce cerveau dans cette composante hétérozygote que les ashkénazes auraient et qui donc va accélérer leur intelligence. Et cette intelligence, toute personne qui aurait donc ces sphingolipides aurait cette détermination, cette faveur de pouvoir mieux performer, en tout cas dans des tests. Alors là, évidemment, il faut poser les choses dans le contexte historique. Est-ce que c'est du fait de leur promiscuité endogamique, donc le fait qu'ils se marient entre eux, le fait qu'ils ont été aliénés, le fait qu'ils se sont surspécialisés, qui va amener ces changements-là? Est-ce que ces lipides eux-mêmes passent dans certaines séries de protéines dans le cerveau plutôt que dans les autres groupes humains? Ça, c'est une chose qu'il va falloir explorer. Mais une chose est sûre, ce n'est qu'un secteur qui est donc cette habilité de logique qui est testée dans ce cas présent.
Le deuxième élément sur lequel je veux rapidement revenir, c'est que, à la faveur de la découverte du génome humain, on découvre que les groupes ethniques ont chacun des aptitudes différentes. Ces aptitudes font que la médecine, une fois de plus, arrive avec des thèses de génétique. Premier élément, au niveau de la lutte contre le sida. On constate que les Européens sont plus résistants au sida que les Africains. Et ça, oui, ça se peut tout à fait. Et cela vient du fait que les Européens ont connu dans leur système d'antigènes, dans leur système d'anticorps, un virus assez similaire, qui était le virus de la peste de 1346, la peste noire. Et donc, cette prédisposition va amener certaines mutations dans le groupe européen. Mais dans le groupe africain lui-même, il y a des anomalies de mutation tout aussi intéressantes. Il y a un groupe de prostituées kenyanes qui, elles, sont résistantes au virus et qui sont capables de pouvoir non seulement nous combattre, mais en tout cas ne pas avoir la maladie dans le corps. Et donc la question, c'est étant le gène, est-ce que les porteurs hétérozygotes héritent de ce gène de leurs parents, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils font de leur vivant? Quand on sait l'importance de la lutte contre le sida, il est clair qu'on ne peut pas faire la fine bouche sur le fait que trouver un vaccin venant de ce groupe d'Européens qui auraient des anticorps, ou bien venant de ce groupe de prostituées, est une équation à résoudre pour l'humanité. Il en est de même pour ce cas très intéressant qui est celui du bidil, qui est donc ce médicament qui ne fonctionnerait que dans le cas des populations noires, dans les cas d'arythmie cardiaque et de crise cardiaque. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le panel des experts a donné l'autorisation pour administrer sur la base de la race ce médicament-là. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la compagnie qui avait en fait un brevet pour les Noirs et un brevet pour les autres, qui périme en 2007 alors que pour les Noirs c'est en 2020, n'a pas privilégié cette approche qui finalement économiquement, même si elle semble être moins universelle, lui rapportait plus d'argent. Toujours est-il que les tests ont montré que 43% des gens qui prenaient ce médicament-là, le bidil, chez les Noirs, succombaient moins que les autres. Alors, on a ce genre de situation très intéressante. Le cas de l'anémie falciforme ou de l'épanocytose, qui est aussi un cas où on a à peu près 5 foyers différents en Asie, en Arabie, dans la Corne de l'Afrique, de résistance au paludisme. C'est en fait la maladie qui tue le plus dans l'humanité. Et la question, évidemment, c'est de savoir pourquoi est-ce que ces catégories hétérozygotes de population, au niveau de leur gène, ont cette résistance, et comment est-ce qu'ils la transmettent d'une génération. Il faut comprendre que c'est un gène mutant, quelque part dans l'ancêtre fondateur, qui permet ce phénomène. Ce n'est pas quelque chose d'inhérent, c'est une anomalie dans le gène qui se perpétue. Donc, normalement, le système lui-même l'efface, mais il se peut que le système le garde, et lorsque les deux parents sont porteurs, l'enfant l'a jusqu'à et le passe à sa filiation. Il en est de même pour les juifs ashkénazim dont on a parlé tout à l'heure, qui ont, du fait de leur particularité, une maladie qui les frappe surtout eux, mais pas seulement eux, mais surtout eux, qu'on appelle la maladie de Tay-Sachs. Et les Israéliens ont procédé au dépistage de tous les cas de cette maladie-là et tuent dans l'embryon le bébé, de façon à ce que le cas ne survienne plus. Et c'est ainsi que les Israéliens ne comptent plus de cas connus de cette maladie dans leur pays. Et les derniers cas recensés aux États-Unis, aucun n'était juif. Donc c'est une communauté qui a pris le choix de le faire, comme on le faisait aussi peut-être pour certaines sociétés avec les Mongols. Donc il y a une foule de maladies, la fibrose kystique, l'hémophilie, le diabète, qui amènent tout le problème de savoir si on ne voit pas se dessiner une sorte de génocratie qui est destinée en fait à fabriquer le nouvel humain du berceau à sa croissance et aussi à sa préservation dans la vieillesse. Et Testard, qui est le père du premier bébé éprouvette, considère que effectivement il y a un risque de dérive génétique avec ce genre de situation-là, un système de discrimination qui peut être fait avec ce système, d'une part avec l'homogénéité qui pourrait découler de l'usage prononcé de ce travail génétique, et d'autre part une sorte de polygénétique
qui viendrait maintenant instaurer et obliger les gens et les individus à faire des démarches de normalisation pour réduire les coûts de santé et évidemment enlever tous les gens qu'on considère n'auraient pas le profil qu'on voudrait dans la société. Donc, cette question est très importante parce qu'elle touche tout le drame de l'altérité, elle touche tout le débat sur forcément que deviendra l'enfant que nous portons dans notre ventre. Est-ce que oui ou non nous avons le choix dès le début de pouvoir jouer sur sa procréation? Comment allons-nous élever ces enfants dans le futur proche qui arrive? Donc ça, c'est la première partie de la conférence qui essaie rapidement de donner, si vous voulez, la situation au niveau génétique. On m'a déjà donné un mot ici pour me dire que je parlais déjà trop et que la première partie était